Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en effet dans ce webinaire en terres numériques où nous allons parler d'un sujet qui, j'espère, va vous passionner. Vous avez peut-être entendu parler des produits de données, des contrats de données. Je vais faire attention, comme nous avons beaucoup d'amis du Québec, à essayer de ne pas être de ne pas remplir ma présentation d'anglicisme, parce qu'il y a des traductions parfaitement correctes pour l'ensemble des sujets. Donc, on va parler de produits de données, de contrats de données, avec comme objectif d'aider les métiers à exploiter eux-mêmes leurs données, à se libérer peut-être d'un certain nombre de mauvaises habitudes qu'on a prises de centralisation dans des systèmes d'information peut-être justement trop centralisés. On va essayer de partager ensemble ces sujets-là. Alors, quelques mots pour me présenter. Je travaille dans le domaine de la data depuis tellement d'années que j'ai arrêté de les compter. Je suis essentiellement aujourd'hui formateur pour Acadis, pour Capgemini Institut avec lequel travaille Acadis et puis pour d'autres organismes de formation. Et j'anime aujourd'hui un certain nombre de formations sur des thèmes tels que la gouvernance des données, la gouvernance de l'IA et justement les architectures un petit peu innovantes de données. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à ce qu'on reste en contact avec, au travers de LinkedIn suite à ce webinaire. Je serai très heureux de continuer à échanger avec vous sur ces sujets. Alors, je voudrais commencer par revenir un petit peu en arrière, à vous parler d'un temps que sans doute la plupart d'entre vous n'a pas connu, l'apparition d'une nouvelle technologie qui, dans les années 50-60, s'appelait la machine à écrire. Et oui, la machine à écrire était une nouvelle technologie et si vous croyez qu'on s'est mis à acheter des machines à écrire pour les installer dans les bureaux à côté du directeur pour taper ses courriers, vous vous trompez complètement. En fait, la machine à écrire, comme toute technologie, a commencé de manière centralisée. C'est ce qu'on a appelé des poules de dactylo. Des poules de dactylo qui, comme vous le voyez sur l'image, étaient des salles remplies de souvent des jeunes femmes avec une machine à écrire, un bureau et une corbeille à gauche, une corbeille à droite. Et qu'est-ce qui se passait? Lorsque quelqu'un dans les bureaux avait besoin de taper un courrier, il l'écrivait et puis on descendait le courrier aux poules de dactylo où une dactylo s'occupait de le taper à la machine. La technologie était centralisée. Et puis petit à petit, la technologie s'est décentralisée. En fait, elle s'est démocratisée. Et la démocratisation de la technologie a permis sa décentralisation. Ça a conduit au fait que les machines à écrire sont montées dans les bureaux et qu'on a vu disparaître la centralisation dans le pool de dactylo. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que au fur et à mesure des décennies, les entreprises ont vu leur organisation évoluer. Figurez-vous que ce qu'on appelle aujourd'hui un manager n'a pas toujours existé. Avant les années 40, il n'y avait pas de manager. Ça n'existait pas parce que les entreprises étaient beaucoup plus plates en termes d'organigramme et que petit à petit, au fur et à mesure que les entreprises ont grandi, on a créé cette notion de manager, c'est-à-dire un responsable d'une unité d'affaires qui allait avoir des responsabilités, allait avoir des outils qui lui étaient propres et allait avoir besoin d'un niveau de centralisation de données propre à son département. C'est ce qui est expliqué dans cet excellent livre de James Burham en 1941 qui parle du managérisme. Le managérisme, c'est finalement une nouvelle forme d'organisation de l'entreprise avec des niveaux intermédiaires. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que depuis maintenant plus de 30 ans, nos systèmes d'information décisionnelle sont centralisés. C'est-à-dire qu'on a créé des infocentres, des data warehouses, des data lakes, des lakehouse. Vous les appelez comme vous voulez, mais c'est centralisé. Ça veut dire concrètement quoi? Moi qui travaille dans ce domaine-là depuis de très très nombreuses années, je n'ai jamais vu un département métier consulter sur la modélisation du data warehouse.
D'ailleurs, dans les années 90, j'aurais été voir mon directeur comptable pour lui demander s'il voulait un modèle en étoile ou en flocon dans son data warehouse. Il aurait eu bien du mal à me répondre. Donc, assez logiquement, la centralisation est venue par le fait que c'est le département informatique qui s'est occupé de créer ces outils de conservation de données et de les mettre à disposition de l'ensemble des départements. Jusqu'à ce que peut-être, un peu comme la machine à écrire est montée dans les bureaux, ces dernières années, on a vu de plus en plus les métiers prendre de l'autonomie dans leur capacité à gérer leurs propres données. Pourquoi mes données, moi, responsable logistique, directeur commercial, comptable, pourquoi mes données devraient-elles être gérées par un système central alors que maintenant, en 2025, je les maîtrise, mes données. En tout cas, beaucoup mieux qu'il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Et en 2019, une jeune femme, Zamak Degani, a imaginé et théorisé dans un livre du même nom le concept de data mesh, de maille de données, dans lequel on va séparer l'infrastructure de stockage et de sécurisation des données de la partie usage, en considérant qu'aujourd'hui, les métiers sont capables de gérer leurs propres données. L'enjeu de cette évolution, c'est de passer à un modèle de données décentralisé, autour justement de ce qu'on va appeler les produits de données et les contrats de données. Attention, on ne va pas faire ça dans l'anarchie totale. On va faire ça avec une gouvernance de données parfaitement organisée et parfaitement centralisée. Parce qu'on ne peut pas passer de la centralisation totale à l'anarchie où chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Donc, il va falloir trouver un modèle qu'on va appeler fédéral, dans lequel on va avoir une combinaison de données qui sont centralisées techniquement et gouvernées de manière centrale, mais par contre, où l'usage par les métiers va être décentralisé. Et alors, ça nous amène à penser la donnée comme un produit. Pourquoi la donnée serait-elle finalement différente de n'importe quel autre produit? C'est un produit dématérialisé, mais c'est un produit. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'études qui montrent que dans les organisations où on a sorti la donnée du giron de l'informatique du point de vue de son usage métier, où les métiers se sont réattribués leurs données parce qu'ils en ont la compétence aujourd'hui, dans un cadre de gouvernance centralisée, eh bien, on a une amélioration énorme de la productivité, de la flexibilité des organisations autour de l'usage de la donnée. Euh, les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses à adopter cette approche de produit de données. On considère les données comme un produit et on va voir comment les gérer justement avec une approche un peu différente de la centralisation dans des entrepôts, des lakehouse et tout ce que vous voulez, où on perd un petit peu l'aspect métier de la donnée. Et donc aujourd'hui, la majorité des entreprises vont dans cette démarche d'adoption de la notion de produit de données. Alors ça va même d'ailleurs un peu plus loin parce qu'il y a des théoriciens et des théoriciennes comme Pascal Giet qui expliquent dans cet excellent livre qui s'appelle La Grande Impatience pourquoi aujourd'hui, pour fidéliser et attirer des nouveaux talents, ben, il faut être ouvert à l'acceptation par ces talents-là d'une autonomie dans la gestion des données. Si aujourd'hui vous voulez recruter quelqu'un de la génération Z et que vous lui dites ah ben chez nous si tu as besoin d'un reporting ben c'est pas compliqué, tu remplis une fiche, tu l'envoies au service informatique et puis d'ici la semaine prochaine si tout se passe bien tu auras ton état. Comment voulez-vous l'intéresser alors que pendant ses études en école de commerce ou en école d'ingénieur, il a fait du Power BI, il a fait toutes ses études de cas lui-même et il est parfaitement capable de la gérer, la donnée. Et il arrive dans une entreprise qui lui paraît un dinosaure, dans laquelle la donnée est centralisée et dépend d'un département informatique.
Donc aujourd'hui, les talents ont des besoins d'autonomie, des besoins d'implication, et si vous ne leur mettez pas à disposition des outils aussi simples que leurs propres données, ben, ils peuvent avoir de votre entreprise une image relativement négative. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de dire, ben voilà, d'un côté, il y a les métiers, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui savent, et ça s'appelle le département data, le département informatique, etc. Non. L'objectif, c'est qu'on travaille ensemble. On a besoin de gens qui connaissent le métier, les responsables de domaine, on a besoin de gens qui connaissent la gouvernance, on a besoin d'ingénieurs qui vont mettre tout ça en place, et il faut que tout le monde travaille ensemble. Alors, une question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on remettrait en question ce que l'on a créé depuis un certain nombre d'années? Alors d'abord, je vous alerte tout de suite, hein, si ce que vous avez créé il y a un certain nombre d'années fonctionne, surtout ne changez rien. N'allez surtout pas mettre des data products, des data contracts si ce que vous avez chez vous fonctionne bien. Par contre, si vous avez des discussions autour de la machine à café, ah oui, mais la donnée, c'est compliqué d'y accéder, ah oui, mais elle n'est pas disponible, ah oui, mais elle n'est pas de bonne qualité, ah oui, mais le département informatique a jamais le temps, ah, là, ça doit éveiller chez vous un certain nombre de réflexions. Parce que peut-être qu'en fait, on a créé une forme de goulet d'étranglement. Ce goulet d'étranglement, entre d'un côté à gauche les producteurs de données et à droite les consommateurs de données, ben, il passe par le département informatique, qui décide de comment tout ça va être mis dans des warehouses, lakes et tout ce que vous voulez. Est-ce que ce goulet d'étranglement a été amélioré, réduit au moment de l'arrivée des équipes data? Vous allez me dire, bah oui, mais moi j'ai un chief data officer. Parfait. Mais qu'est-ce qu'il fait le chief data officer? Est-ce qu'il fait la même chose que l'informatique? Est-ce qu'il dit, ah ben oui, mais la donnée va passer par moi? Et il devient un autre goulet d'étranglement. Est-ce que finalement, on ne devrait pas agiliser le lien entre la production et la consommation de données? Pourquoi un consommateur de données ne pourrait-il pas aller voir directement un producteur de données pour lui dire, ah dis donc Philippe, pour faire tel état, moi j'aurais besoin de telle ou telle donnée dont tu es le référent, est-ce que tu pourrais me préparer ces données-là? Pourquoi avoir besoin de passer par un filtre qui s'appelle informatique ou data et qui finalement ne connaît pas le métier aussi bien que notre producteur et notre consommateur? Et donc finalement, l'idée de cette agilisation du lien entre production et consommation, c'est dire, mais mettons en relation directement. J'ai besoin d'une donnée, je vais aller voir directement celui qui l'a produit, celui qui en est le référent, et il va être capable de m'aider à la sélectionner, de m'informer sur sa qualité, de m'informer sur sa conformité et de préparer pour moi un produit de données, un data product, qui va me permettre d'avoir la donnée dont j'ai besoin pour mon besoin métier. D'ailleurs, un point intéressant, c'est que je vais aussi en profiter pour lui dire à mon producteur pourquoi j'en ai besoin. Ça l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est pas que sa donnée soit capturée par le département informatique, déposée dans un data warehouse et qu'on lui dise pas du tout à quoi ça va servir. Lui, ça l'intéresse d'être valorisé, dire ah bah oui, la donnée que je génère, elle sert à produire tel état pour le département logistique. Donc, ça permet de mettre en relation les métiers qui connaissent les données et sans les faire passer par un goulet d'étranglement. Alors ça s'appelle un jeu de données, un data product, un produit de données. C'est le cœur du dispositif du data mesh. Ce jeu de données, il est préparé par un producteur de données qui est le référent données et il est utilisé par un consommateur de données. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut combiner des produits de données entre eux pour en faire un troisième, etc., etc. Mais finalement, c'est un jeu de données qui correspond à la relation entre un producteur et un consommateur de données. Bien sûr, l'ensemble de ces produits de données doit respecter le cadre de gouvernance globale de l'entreprise. Et pour ça, je vais leur adjoindre un contrat de données. Ce contrat de données, c'est finalement la formalisation des règles qui définissent le produit de données.
C'est un petit peu l'étiquette que vous retrouvez sur un produit. Quand vous achetez un produit en grande surface, ben vous avez une étiquette qui vous mentionne la date de fabrication, la date limite de vente, les allergènes, le lieu de fabrication, etc. C'est finalement une forme de contrat. C'est ce qui permet de décrire mon produit de données. Et je vais avoir à l'intérieur, bien sûr, ben, d'où vient la donnée, où elle va, à quoi elle va servir, et puis des notions sur la qualité. Quel est l'engagement que prend le référent donné en matière de qualité du jeu de données? Parce que ça, c'est important pour celui qui va consommer la donnée. Quelle est la fréquence de mise à jour, etc., etc. Et donc, contrat de données et produits de données vont ensemble et permettent de créer quelque chose de cohérent. Et finalement, ce qu'on appelle le data mesh, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui mettent en place l'équivalent de ce que je viens de vous dire, des produits de données, des contrats de données, mais qui n'utilisent pas forcément la terminologie de data mesh. Et finalement, ce n'est pas important. On n'est pas là pour dire bah, on va respecter telle ou telle idée, même si elle a été développée dans un livre. Ce qui est important, c'est que ça corresponde aux besoins de chacun. Et donc, beaucoup de gens utilisent aujourd'hui le terme et le concept de produit de données. Finalement, bah, quand les produits de données sont connectés les uns avec les autres, ben, on parlera de data mesh. Ce qui est important également, c'est qu'on n'oublie pas l'informatique. On n'est pas en train de se dire, ah ben, on va se mettre à s'envoyer des jeux de données par email comme ça, n'importe comment. Tout sauf ça. On va au contraire mettre en place un espace fédéré où on va mettre à disposition les jeux de données. Simplement, on va faire la différence entre le contenu et le contenant. Le contenu, c'est le data product, c'est le produit de données. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des données. Le contenant, c'est l'enveloppe. L'enveloppe, elle va contenir des règles de sécurité, des règles d'accès, des règles de conformité, respect du RGPD, etc., etc. Et finalement, la plateforme de données, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre aux producteurs et aux consommateurs de données de s'échanger des jeux de données. Sauf que l'informatique ne va pas se préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Si dans mon jeu de données, j'ai besoin du numéro du client, de sa date de naissance et du nombre de ses enfants, mais c'est mon problème en tant que producteur consommateur de données. C'est pas la décision de l'informatique de mettre à l'intérieur le nombre d'enfants ou pas. C'est une décision des métiers. Alors par contre, le fait que le jeu soit crypté, qu'il soit conforme RGPD, qu'il soit mis à disposition sur une plateforme sécurisée, ça, c'est du domaine de l'infrastructure et de l'informatique. Donc finalement, tout ce concept-là consiste à séparer le contenu et le contenant. Le contenu, c'est de la responsabilité des métiers qui connaissent leurs données. Le contenant, c'est de la responsabilité de l'informatique. Et bien sûr, tout ça doit être fait dans un cadre de gouvernance globale, qui est indispensable. Aujourd'hui, c'est l'enjeu principal des entreprises en matière de data. Ça va nous permettre même d'aller plus loin, parce que mes produits de données, bah, je peux les mettre à disposition dans ce qu'on appelle aujourd'hui des espaces de données, qui sont des sites web sur lesquels, alors on crée beaucoup ça en Europe, sur lesquels on commence à préparer un marché européen de la donnée. Demain, ce seront des places de marché qui permettront d'aller jusqu'à la monétisation de la donnée. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur ces places de marché? Bah, des jeux de données, des produits de données. Donc tout ça est d'une logique parfaite et en phase avec les tendances que l'on voit en matière d'utilisation et de valorisation des données. Alors en fait, ça veut dire qu'il faut simplement penser à nos données comme un produit, avoir une mentalité produit. Je vous conseille d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, d'aller lire quelques livres sur les produits, pas sur les données, sur les produits. Comment on conçoit un produit, son cycle de vie, sa partie recherche et développement, sa conformité, sa documentation. Eh ben, on va appliquer la même chose aux produits de données et on va voir que ça colle parfaitement. Donc, on va séparer le contenu et le contenant. Le contenu dépend des métiers, le contenant dépend de l'informatique. Et
le contenu, c'est-à-dire les métiers, n'ont pas leur mot à dire sur le contenant. Si le département informatique a dit qu'il fallait que ce soit conforme et que ce soit crypté, c'est eux qui ont raison. C'est pas au métier de le décider. Mais à l'inverse, le département informatique n'a pas à se préoccuper du contenu. Les métiers l'ont décidé. Donc, on collabore de cette manière-là en se répartissant les tâches. Alors, comment ça fonctionne? Ben, on va créer des produits de données. C'est assez simple, hein. Le consommateur de données a un besoin. Il va chercher dans le catalogue de données la donnée ou les données qui l'intéressent. Dans le catalogue de données, il trouve le contact du référent donné. Il va le contacter, lui expliquer pourquoi il a besoin, quelles sont ses contraintes, et ils vont se mettre d'accord sur un jeu de données, ce qui va donner naissance à un contrat de données. Et puis ensuite, on va produire ce jeu de données. Il va être sécurisé et mis à disposition par le département informatique sur la plateforme de données. Et on a au-dessus de tout ça quelqu'un qui est là pour contrôler que tout se passe bien. C'est notre intendant de données, le data steward, hein, qui va contrôler l'application du processus de gouvernance. Donc finalement, c'est extrêmement simple, extrêmement efficace. Alors pour faire ça, on a des outils. Vous avez par exemple le Data Product Canva, qui est inspiré du business model Canva et qui permet de construire un jeu de données suivant la même méthode. Et de manière très concrète, qu'est-ce que c'est un data product? Ben, en fait, c'est un fichier de paramètres. Alors, on le fait beaucoup aujourd'hui dans un langage de description de paramètres qu'on appelle YAML. Et YAML, ben, ça a un énorme avantage, c'est que c'est compréhensible par l'être humain et parfaitement compréhensible par les outils informatiques. Donc, je vais pouvoir créer mon catalogue de produits de données directement à partir de mon fichier YAML. Je vais pouvoir alimenter mon ETL à partir de mon fichier YAML. Et puis, les métiers consommateurs et producteurs vont pouvoir créer leur jeu de données, leurs produits de données directement en YAML. Donc, c'est une interface compréhensible par la machine et par l'utilisateur. Tout ça, bien sûr, va se faire dans le cadre d'une gouvernance fédérée. Extrêmement important, la gouvernance n'est pas déléguée au niveau des métiers. Ce n'est pas chaque métier qui va décider de sa gouvernance. La gouvernance, c'est au niveau de la direction générale des principes qui vont s'appliquer à tous. La qualité, la conformité, ce sont des concepts qui ne sont pas délégables au métier. Leur mise en œuvre aussi, mais celui qui va contrôler, c'est l'intendant de données, c'est le comité de gouvernance. Donc c'est pour ça qu'on parle de fédéralisation. On ne parle pas de décentralisation. Décentraliser, ça voudrait dire on fait un tour de volant à 180 degrés et on passe du tout centralisé au tout décentralisé. Non, là, c'est la fédération. Certaines choses sont décentralisées auprès des métiers, la construction des jeux de données. Certaines choses restent centralisées, l'informatique avec la plateforme. Et au-dessus de tout ça, on a une gouvernance fédérale qui s'applique à tout le monde. Alors, ce concept-là, si on l'analyse de manière objective, euh, il y a d'énormes améliorations. Euh, Chacun devient producteur et consommateur de données. Il y a une responsabilisation au niveau local, au niveau métier, de ce que la donnée, sa qualité, sa conformité. Ça, c'est très important. Toutes les entreprises qui ont mis en place des organisations à base de produits de données constatent une amélioration de la qualité de la donnée. Et puis par contre, ben, il faut faire attention, hein, il y a une culture de la data qu'il faut développer, il y a une séparation des pouvoirs entre la technique et le métier qui n'est pas forcément facile à mettre en place, et puis sans une gouvernance stricte, c'est le chaos total. Alors, on va combiner les contrats de données et les produits de données. Le contrat de données va permettre aux métiers consommateurs et producteurs de données de se mettre d'accord. Et puis ensuite, on va exécuter ce contrat de données et ça va permettre de créer réellement le jeu de données en question. Donc, il y a un lien entre contrat de données et produit de données et le contrat de données devient le support de la gouvernance des données. Alors, pour terminer sur cette présentation, je voudrais mentionner un certain nombre de standards, parce que c'est très important de suivre des standards. Il y a un standard qui s'appelle ODCS,
Open Data Contract Standard, ou ODPS, Open Data Product Standard, qui a été créé par une organisation qui s'appelle Bitol, qui est hébergée à l'intérieur de la fondation Linux, donc totalement open source, et qui a standardisé les formes de paramètres contenus à l'intérieur d'un contrat de données, d'un produit de données. Et ça a un énorme avantage, ben, c'est que ça va permettre d'utiliser des standards et de rendre interopérables les produits et les contrats de données entre différents éléments, différents outils informatiques, différentes plateformes, etc. Un contrat de données, c'est très simple, hein. Ça, c'est le contrat de données minimum. Quelques éléments de référence et un schéma. Mon jeu de données va contenir le nom du client avec son identification, son prénom, son nom de famille, son email et son téléphone. Si je vais un peu plus loin, je vais rajouter quelques éléments sur le type de données, la longueur des données, etc. Mais globalement, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Et comme vous le voyez, bah, c'est parfaitement lisible à la fois par un être humain et compréhensible par une machine. Alors moi, je vous conseille fortement de regarder du côté de ODCS, ODPS, hein, parce que ça permet de ne plus être dépendant d'un flux ETL qui aura été développé pour répondre aux besoins d'une plateforme particulière. Vous voulez changer d'ETL, vous voulez changer de plateforme, etc. Vos contrats de données et vos produits de données restent compatibles. Et alors, c'est une initiative assez récente hein, qui date d'il y a un an et demi, donc il y a encore des choses à améliorer, mais on est réellement dans la bonne direction. Alors, on n'a pas le temps ici de passer en revue des cas clients, mais aujourd'hui, voilà une liste d'entreprises qui sont en train de basculer petit à petit vers le monde des data products, des produits de données. Certains sont plus avancés que d'autres, mais aujourd'hui, ben, on voit des tas d'entreprises un peu partout dans le monde, des gens comme l'Auto-Québec, puisque nous avons un certain nombre de gens qui viennent du Québec, des gens comme l'Auto-Québec sont dans cette démarche-là. Et puis on en a dans tous les secteurs d'activité et dans tous les métiers. On a quelques contre-exemples, et finalement c'est une bonne nouvelle, parce que ça montre qu'il y a un certain nombre de règles, en particulier des problèmes de culture data. Quand l'entreprise n'est pas mûre en termes de culture data, ben, ça marche pas. Parce que si les métiers n'ont pas envie de créer des produits de données, ben, ça ne peut pas fonctionner. Alors, pour terminer, quelques recommandations clés que je voudrais partager avec vous. On ne fait pas des jeux de données, des produits de données, juste comme ça parce qu'on a décidé de le faire. Ça s'appuie sur une culture de la donnée et une redistribution des responsabilités entre les métiers, l'informatique, etc. Donc c'est très important de bien comprendre tout ça. Et puis, ben, il faut avoir véritablement cette culture de dire la data, elle doit être partagée par tout le monde à l'intérieur de l'entreprise. La data, c'est pas un silo dont un référent est propriétaire, c'est quelque chose qui doit être le plus partagé possible à l'intérieur de l'organisation. Et donc, si vous faites tout ça, ben, vous allez découvrir que les jeux de données, les produits de données, les contrats de données, la plateforme de données, ben, ça va faire prendre une dimension nouvelle à votre système d'information et ne plus être centralisé dans quelque chose d'un peu compliqué à gérer parce que ça manque d'agilité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que dans le peu de temps qui m'était imparti, j'ai pu vous donner quelques clés. N'hésitez surtout pas. Alors, je ne sais pas si nous avons déjà des questions, mais en tout cas, je te laisse, j'arrive reprendre la main là-dessus. Je te remercie, Philippe. Alors, nous avons d'abord surtout un commentaire que je voudrais te partager. Le- alors, c'est Alain Delmont qui nous dit que le producteur de la donnée n'est pas toujours le propriétaire de la donnée. Le data producer n'est pas toujours le data owner dans la pratique. Est-ce que tu peux réagir à cette affirmation? Alors, c'est vrai, il y a un certain nombre de cas où le producteur n'est pas le référent, mais il faut quand même essayer de l'éviter.
C'est-à-dire que, attention, quand on dit le producteur de données, c'est pas forcément celui qui saisit l'information, hein. Quand on dit le producteur de données, c'est justement plutôt le référent, plutôt celui. Alors, comment je définis le référent donné? Pour moi, la meilleure définition, c'est que c'est la personne qui connaît le mieux la donnée. Et donc, c'est pas forcément celle qui la saisit, c'est pas forcément celle qui réalise l'interface, etc. Mais c'est quelqu'un qui a une vue globale sur la donnée. Et parce qu'il a cette vue globale sur la donnée, c'est souvent le mieux, celui qui est le mieux à même d'être le producteur du jeu de données. Donc, il peut y avoir des cas où c'est différent. Et d'ailleurs, dans les contrats de données, on peut très bien faire des contrats avec plusieurs parties. Il peut y avoir un référent, un producteur et un consommateur, et ça peut être trois personnes différentes. Ça pose aucun problème, mais je vous conseille quand même d'essayer d'avoir une adéquation entre celui qui connaît la donnée et celui qui devient le producteur de la donnée. Et que penses-tu des situations où nous sommes en multidonnées, c'est-à-dire les data producteurs multidonnées? Alors, le fait Et qu'un même notre producteur de auditeur données... dit que ça complique la réflexion. Alors, le problème, il est quand une donnée est gérée par plusieurs référents. Ça, c'est un problème. Par contre, quand un référent gère plusieurs données, ça pose aucun problème. Il est référent, et c'est tout à fait logique, il est référent de l'ensemble des données qu'il connaît. Par contre, en effet, lorsque certaines données, on n'arrive pas à se décider qui est le référent, ben en fait, c'est comme les assemblées de copropriété. C'est compliqué parce que finalement, on a du mal à se mettre d'accord. Et donc, la copropriété est en effet une difficulté. Alors, moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de la résoudre. C'est-à-dire de se dire, bon, ben, finalement, trouvons celui ou celle qui va être le meilleur référent donné. Et puis, ben, on va peut-être faire un peu de négo. Ah ben ok, mais moi je vais prendre celle-là, mais toi tu prends celle-là en échange, etc. Il faut en effet essayer d'avoir un référent unique pour chaque donnée. Ça facilite énormément tout le travail par la suite. Et donc, c'est quelque chose dans lequel il faut essayer d'aller. Bah, si on n'y arrive absolument pas, bah, on va mettre la notion de copropriété. Ça alourdit parce que chaque fois qu'on faut prendre une décision sur une donnée, il faut d'abord se réunir pour décider. C'est un peu plus compliqué. D'accord. Un autre auditeur nous demande de quelle façon on pourrait modéliser cette relation de data contract quand le data owner est également celui qui est le consommateur Ah, ah ben, c'est intéressant. et qui va donc Euh, modéliser et vérifier le contrat. il est, il est, il est un peu schizophrène, mais pourquoi pas? En fait, ça n'est absolument rien d'incompatible avec la notion de data contract. Je peux très bien passer un contrat avec moi-même. J'ai ma Il faut être casquette de bien organisé producteur, pour la j'ai revue ma de casquette contrat. de consommateur. Je me mets d'accord avec moi-même sur le niveau de qualité. Au moins, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même si je respecte pas le contrat. C'est le gros avantage. Mais c'est pas incompatible. C'est un peu original, mais c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Et surtout, je pense qu'il faut structurer de manière formelle la fameuse revue de contrat. Bien Avoir sûr. une Et checklist à passer dans et le qu'on va contrat, simplement s'appliquer à soi-même. dans le contrat de données, j'ai pas d'interdiction d'avoir un producteur et un consommateur qui seraient le même. D'accord. Autre question, dans ce contexte, quel rôle existe-t-il pour l'utilisateur externe à l'organisation? Par exemple, un consommateur d'un site web qui doit rentrer ses coordonnées personnelles. Alors, excellente question. Il y a deux facettes. Il y a le producteur de données. Alors, on en revient à la première question que tu posais. Je suis un consommateur, je rentre mes informations sur un site web. En fait, c'est moi qui ai produit la donnée. Mais bien entendu, j'en suis pas référent. Et le référent donné, Tout à c'est fait. celui qui, dans l'entreprise, va recevoir ces différentes informations et va être celui qui va les rendre conformes et qui va les connaître. Donc, le rôle du producteur, c'est-à-dire celui qui rentre les informations sur un site web, bah, c'est au référent interne de s'assurer de la qualité, de la conformité de la donnée, du respect du RGPD éventuel, etc., etc. Après, il y a une autre facette qui est intéressante, c'est quand le consommateur de la donnée est externe. Et là, de ce point de vue-là, bah, le data product, il permet d'avoir un contrat avec quelqu'un de l'extérieur. Le contrat de données, d'ailleurs, dans la norme ODCS, ne prévoit pas simplement que les données soient gratuites. Les données pourraient être mises en place sur une plateforme de données et je pourrais avoir un contrat avec un partenaire, avec un client de données
je peux vendre mes données à l'extérieur sous forme d'un jeu de données. Donc, c'est complètement compatible également avec l'évolution vers les places de marché. D'accord. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser une question. Comme tu sais, je suis ingénieur en métrologie et donc j'ai une grande sensibilité à la notion d'incertitude de mesure liée à la qualité de la donnée. Quand tu parles de contrat de données, tu parlais de niveau de confiance, tu parlais donc de qualité. J'aimerais que tu me dises de quelle façon on pourrait développer une meilleure connaissance du niveau de confiance dans la qualité de la donnée. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir de la donnée, on parlait de qualité de la donnée, mais comment peut-on avoir confiance dans ces données-là, à savoir le niveau d'exactitude? Parce que faire tout un tas d'opérations de manipulation de données, si les données ne sont pas très fiables, ne sont pas de bonne qualité, on va augmenter l'erreur, la source d'erreur, Oui. on va amplifier. Donc, est-ce que tu aurais quelques éléments à nous donner sur, Alors, à nous fournir sur comment appréhender le niveau de confiance qu'on peut avoir dans les données qui existent? Alors, par rapport à ça, le produit de données et le contrat de données ne vont rien résoudre. Le On est contrat de d'accord, données ne va pas améliorer la qualité de la donnée. Il va tout à permettre par fait. contre de transmettre l'information depuis le producteur vers le consommateur. C'est-à-dire que le producteur de données, lui, va évaluer la qualité de sa donnée, peut-être avec de la probabilité qu'il va pouvoir transmettre au travers du contrat de données. Le contrat de données, lui, va juste servir de formalisation de l'échange entre un producteur et un consommateur. Donc l'énorme avantage par rapport à ta question, c'est que le consommateur de données, lui, va savoir que la donnée qu'il a reçue est bonne à 97,3% parce que ce sera précisé dans le contrat de données. Donc il aura l'information. Et ça, c'est déjà un élément extrêmement important. Il ne prendra pas sa décision sur la base de données en pensant qu'elles sont bonnes alors qu'elles ne le sont pas. Mais par contre, ce n'est pas le contrat de données qui va en lui-même améliorer la qualité de la donnée. C'est quelque chose qui va être fait en amont. On est d'accord. Et donc, dans la fiche descriptive que tu indiquais, il serait peut-être bien progressivement que l'on demande une information pour qualifier le niveau de confiance qu'on a sur la donnée décrite dans la fiche. Il faudrait y Tout à venir fait. peut-être. C'est quelque chose qui est parfaitement prévu. Je vais remonter juste au slide sur ODCS. Tac, tac. Voilà. Donc j'ai ici, donc au centre, tu vois Data Quality. C'est un des chapitres, une des sections du contrat standard dans lequel on va mettre l'ensemble des informations. Donc ça peut être un niveau global de qualité, ça peut être un niveau par champ, ça peut être sous forme de probabilité, etc. Donc je pense que ça s'adapte parfaitement bien au sujet, par exemple, de la métrologie. Tout à fait. On va prendre une autre question. On nous demande quelle est la granularité conseillée du produit de données. Alors, ce n'est pas Alors, forcément facile à répondre. C'est alors, un peu du si, cas si, par cas. parce qu'il y a un excellent sketch de Fernand Reynaud sur le fût du canon et le temps nécessaire pour qu'il se Un refroidisse, c'est-à-dire que certain ça temps. dépend. Voilà. Et donc, ben ça, en fait, ça dépend du besoin entre un producteur et un consommateur de données. Et alors, moi, je voudrais rebondir sur cette question-là pour rappeler que c'est pas le problème de l'informatique. C'est C'est justement le métier. le consommateur et le producteur de données qui vont se mettre d'accord. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que le producteur de données, on a beau exiger de lui une granularité qu'il n'a pas, il ne pourra pas la fournir. Donc, le consommateur va exprimer son besoin, va expliquer pourquoi il en a besoin. Mais le producteur va dire aussi ses contraintes. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et en fait, ils vont se mettre d'accord et ils vont se comprendre entre eux. Et donc, on va arrêter l'incompréhension parce que quelqu'un a fourni de la donnée à un système central, quelqu'un vient dans un système central la récupérer et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas ce qu'on veut. Bah, parce qu'on n'a pas discuté ensemble. Et donc la granularité va dépendre du besoin du consommateur et des contraintes du producteur. Et ils vont se mettre d'accord. D'accord, je te remercie. Je vais prendre une dernière question. Pour mettre en œuvre l'ODCS, on nous demande quelles sont les premières étapes du plan d'action. Alors, bah, la première étape, ce serait de partir de la version minimum que j'ai mis ici,
Je vous ai mis d'ailleurs le lien vers le blog de Jean-Georges Perrin qui explique ce contrat de données minimaliste qui va permettre d'être fait et de commencer à décrire n'importe quel jeu de données. En fait, cette mise en œuvre se fait par la pratique. Vous avez besoin d'échanger des données entre deux personnes, entre une personne et une application, entre une application et une personne, voire entre deux applications. Ben vous dites, tiens, cet échange de données, si j'en profitais pour faire un contrat de données, pour voir comment ça marche. Donc, là, moi, je pense que c'est vraiment de manière pratique que l'on va pouvoir tester ce genre de choses. Et encore une fois, si vous le testez et que vous s'apercevez que ça ne correspond pas, abandonnez immédiatement. Il y a tout sauf un Big Bang vers les produits de données et les contrats de données. Mais testez un schéma minimum de ce type-là ou de celui-là et ben, vous voyez si ça vous aide. Est-ce que ça vous permet de mieux formaliser les relations entre deux parties prenantes qui s'échangent de la donnée? Si oui, bah vous êtes peut-être sur la bonne voie. Et puis après, vous allez vous dire, bah tiens, c'est intéressant parce que là, vous voyez, ça fait des années que j'essaye de mettre en place un catalogue de données et j'y arrive pas. Ah bah tiens, là, dans mon contrat de données, j'ai le début d'un catalogue de données. Donc, je pourrais peut-être alimenter un catalogue de données grâce à mon contrat. Et puis, je pourrais peut-être alimenter un ETL, parce que finalement, là, je décris le produit de données. Donc, en fait, il faut le faire de manière extrêmement pragmatique, en essayant quelques petites choses. Il me reste à te dire juste un mot. Merci, Philippe. Ben, merci à Les toi et auditeurs, merci à tous pour les votre auditeurs commencent participation. à, les auditeurs commencent à dire également merci beaucoup. Alors, juste pour te dire le niveau de mécontentement, merci pour cette présentation claire et concise. Merci pour cette bonne présentation. Voilà, etc., etc. Parfait, mais écoutez, n'hésitez pas. J'ai également communiqué, bien entendu, les slides de cette présentation. Donc, ceux qui sont intéressés, vous en faites la demande, on vous les enverra, Tout, bien entendu, parce que vous n'avez peut-être pas tout noté. tout à fait. Et j'en profite donc pour dire à nos chers auditeurs que Sarah, qui est à mes côtés à Cadiz, reprendra contact avec tout le monde et va vous transmettre le lien pour avoir le replay également sur YouTube, la présentation et vous tenir informé de nos prochains webinaires de Terre numérique. Mesdames, messieurs, je vous souhaite à certains une très bonne journée, à d'autres une très bonne soirée. Et Philippe, je te dis avec plaisir à bientôt. Merci à tous, à très bientôt.